Juillet 2004. 4 amis installent leur campement dans une clairière isolée, loin de tout. Ils rient, se baignent dans la rivière glacée et capturent chaque instant avec un appareil photo jetable. Tout semble parfait. Mais le lendemain matin, les tentes sont retrouvées déchirées de l'intérieur. Les sacs de couchage sont vides. Les 4 jeunes ont disparu sans laisser la moindre trace. Seul l'appareil photo gît dans la boue, témoin silencieux d'une nuit dont personne ne reviendra. Les gendarmes développent rapidement les photos. Elles montrent des scènes banales. Des sourires, un feu de camp, la forêt paisible au crépuscule. Rien d'inquiétant. Rien qui explique pourquoi 4 personnes en bonne santé se seraient volatilisées en pleine nuit. L'affaire est classée faute de preuves tangibles. Pendant 20 ans, les familles vivent avec ce vide insupportable. Elles ne savent pas si leurs enfants sont morts ou vivants. Elles gardent leurs chambres intactes, attendant un signe qui ne vient jamais. 20 ans plus tard, un enquêteur spécialisé dans les affaires non résolues décide de rouvrir le dossier. Grâce aux nouvelles technologies de numérisation, il analyse les négatifs originaux en haute résolution. Sur la dernière photo prise autour du feu, il remarque quelque chose dans l'obscurité derrière le groupe. Il zoome. Il éclaircit l'image. Et là, entre les arbres, à quelques mètres seulement des tentes, apparaît le visage pâle d'un homme qui les observait. Ils n'ont jamais été seuls dans ces bois. Avant de continuer notre histoire, signalez votre présence dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Montrez à l'algorithme que notre communauté est active aux 4 coins du monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous aider à atteindre l'objectif de 5000 abonnés. Cela nous aidera énormément. Maintenant, continuons. L'été 2004 restera gravé dans la mémoire collective comme celui de la disparition des 4 de Fontainebleau. Thomas, 23 ans, était le meneur du groupe. Il avait convaincu ses amis de partir camper dans une zone reculée de la forêt, loin des sentiers touristiques. Avec lui se trouvait Émilie, sa petite amie depuis le lycée, Marc, son meilleur ami d'enfance, et Sophie, la sœur cadette de Marc. Tous 4 venaient de terminer leurs études et voulaient célébrer leur liberté retrouvée avant d'entrer dans la vie active. Ils avaient choisi un endroit peu fréquenté, accessible uniquement après 2 heures de marche depuis le dernier parking forestier. Les cartes indiquaient une clairière près d'une rivière, un lieu idéal pour un campement de 3 jours. Ils avaient emporté le strict nécessaire, tente, sac de couchage, provisions, et un appareil photo jetable que Sophie avait insisté pour prendre. Elle voulait immortaliser ce qu'elle appelait déjà le voyage de notre vie. Personne ne savait à quel point ces mots seraient prophétiques. Le vendredi 16 juillet, ils arrivent sur les lieux en fin d'après-midi. Les premières photos montrent leur excitation. Thomas portant le sac d'Émilie sur son dos, Marc faisant le pitre devant l'objectif, Sophie capturant la beauté sauvage de la forêt. Ils montent les tentes avant la tombée de la nuit, préparent un dîner sommaire et s'installent autour d'un feu de camp. La soirée se déroule dans la bonne humeur. Personne ne remarque le silence inhabituel de la forêt autour d'eux. Personne ne sent le regard qui pèse sur leur nuque. Le dimanche 18 juillet au matin, un couple de randonneurs passe à proximité du campement. Intrigués par le silence et les tentes visiblement abandonnées, ils s'approchent. Ce qu'ils découvrent les glace d'effroi. Les 2 tentes sont déchirées de l'intérieur, comme si quelqu'un avait voulu sortir dans la panique. Les sacs de couchage sont à moitié sortis, les vêtements éparpillés. La nourriture est intacte, les sacs à dos toujours là. Mais aucune trace des 4 jeunes. Les randonneurs appellent immédiatement les secours. Les gendarmes arrivent sur place moins d'1 heure après l'alerte. Le brigadier Leroux, qui dirige l'intervention, constate immédiatement l'étrangeté de la scène. Il a 20 ans d'expérience. Il a vu des accidents, des fugues, des drames familiaux. Mais cette fois, quelque chose ne colle pas. Les tentes sont déchirées depuis l'intérieur, ce qui suggère que les occupants voulaient sortir rapidement. Pourtant, il n'y a aucun signe de lutte à l'extérieur. Pas de sang, pas de traces de combat, pas de branches cassées indiquant une fuite précipitée dans les bois. Les chiens pisteurs sont déployés dès le début d'après-midi. Ils tournent en rond autour du campement, incapables de capter une piste claire. C'est comme si les 4 jeunes s'étaient évaporés dans l'air. Les maîtres chiens sont perplexes. Normalement, même après plusieurs heures, les chiens peuvent suivre une odeur sur des centaines de mètres. Mais là, rien. Les animaux semblent désorientés, presque nerveux. L'un d'eux refuse même de s'aventurer au-delà d'un certain périmètre autour du camp.
grognant vers les bois plus profonds. Le périmètre de recherche s'étend rapidement. Des dizaines de gendarmes et de volontaires ratissent la forêt pendant 3 jours consécutifs. Ils explorent chaque sentier, chaque ravin, chaque recoin où les jeunes auraient pu se perdre ou se blesser. Des hélicoptères survolent la zone équipés de caméras thermiques. Rien, pas le moindre signal de chaleur humaine. Les plongeurs inspectent même la rivière, craignant une noyade collective. Mais les eaux sont basses en cette saison, claires et peu profondes. On y verrait un corps immédiatement. Les parents des disparus arrivent sur place le lundi matin. La mère d'Émilie s'effondre en voyant le campement. Le père de Thomas exige des réponses que personne ne peut lui donner. Les parents de Marc et Sophie se serrent l'un contre l'autre, le regard vide. Comment 4 jeunes adultes peuvent-ils disparaître en pleine nuit, sans bruit, sans bagarre, sans laisser la moindre trace? Le brigadier Leroux n'a pas de réponse. Il promet de tout mettre en œuvre pour les retrouver. Mais au fond de lui, il commence à perdre espoir. C'est en fouillant minutieusement le campement que les enquêteurs trouvent l'appareil photo. Il est tombé près du feu de camp, à moitié enfoncé dans la boue. Le boîtier en plastique est intact. Sophie devait l'avoir en main juste avant. Avant quoi exactement? Les gendarmes le placent dans un sac à indices et l'envoient immédiatement au laboratoire pour développement. Si les 4 amis ont photographié quelque chose d'important dans les heures précédant leur disparition, cet appareil pourrait détenir la clé du mystère. Tout le monde attend les résultats avec impatience. Les photos sont développées le lendemain. Les techniciens du laboratoire les examinent une à une. Il y a 27 clichés au total. Les premiers montrent le trajet vers le campement. Des arbres, des sentiers, les sacs à dos posés par terre pendant une pause. Puis viennent les photos du montage des tentes, des sourires face à l'objectif, Marc faisant semblant de pêcher dans la rivière. Tout semble parfaitement normal. Les visages sont détendus, heureux. Il n'y a aucun signe de tension ou de peur dans leurs expressions. Les photos du samedi soir retiennent particulièrement l'attention des enquêteurs. On y voit le groupe assis autour du feu de camp, à la tombée de la nuit. Thomas joue de la guitare. Émilie et Sophie chantent. Marc lève sa canette de bière vers l'objectif. Ce sont les dernières images des 4 amis vivants. Le brigadier Leroux étudie ces photos pendant des heures, cherchant le moindre détail suspect. Il scrute l'arrière-plan, observe les ombres projetées par les flammes, analyse les expressions des visages. Mais il ne voit rien d'anormal, rien qui explique ce qui s'est passé après. La dernière photo du rouleau est floue. Elle a visiblement été prise dans la précipitation, peut-être au moment où l'appareil est tombé. On distingue vaguement le feu de camp dans le coin inférieur droit et une masse sombre indistincte qui pourrait être la forêt environnante. Les techniciens tentent d'améliorer la qualité de l'image, mais avec la technologie de 2004, les possibilités sont limitées. Ils parviennent à éclaircir légèrement le cliché, mais cela ne révèle rien de plus. Juste des arbres dans l'obscurité. L'appareil photo, qui semblait si prometteur, ne livre finalement aucun indice exploitable. Les enquêteurs se concentrent alors sur d'autres pistes. Ils interrogent tous les habitants des villages environnants. Quelqu'un a-t-il vu les 4 jeunes? Quelqu'un a-t-il remarqué un comportement suspect dans la région? Un homme étrange rôdant près de la forêt? Les témoignages se multiplient, mais ne mènent nulle part. Un fermier affirme avoir entendu des cris dans la nuit de samedi à dimanche, mais il habite à plus de 5 kilomètres du campement. Trop loin pour que ce soit lié. Une autre personne prétend avoir vu un véhicule suspect, garé près d'un chemin forestier. Mais elle ne peut fournir ni marque ni plaque d'immatriculation. Les médias s'emparent rapidement de l'affaire. Les photos des 4 disparus font la une des journaux nationaux. Les chaînes de télévision diffusent des reportages sur ce mystère qui captive toute la France. Des dizaines de personnes appellent la gendarmerie pour signaler des informations, mais la plupart sont inutiles ou farfelues. Certains prétendent avoir vu les jeunes dans des villes à des centaines de kilomètres de là. D'autres évoquent des théories conspirationnistes impliquant des enlèvements extraterrestres ou des sectes sataniques. Le brigadier Leroux et son équipe doivent trier ces informations, perdant un temps précieux sur des fausses pistes. 3 semaines après la disparition, une découverte relance brièvement l'enquête. Un randonneur trouve un sac à dos dans un ravin, à environ 2 kilomètres du campement. C'est celui de Marc. Il contient ses papiers d'identité, son portefeuille avec son argent intact et quelques vêtements. Mais aucune trace de Marc lui-même. Le sac semble avoir été déposé là volontairement et non jeté dans la panique.
Les analyses ne révèlent aucune empreinte digitale exploitable autre que celle de Marc. Cette découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pourquoi abandonner son sac? Pourquoi laisser ses papiers et son argent? Les enquêteurs explorent la zone autour du ravin pendant plusieurs jours. Ils espèrent trouver d'autres indices, peut-être les autres sacs, ou même les corps des disparus. Mais encore une fois, ils ne trouvent rien. C'est comme si la forêt elle-même protégeait son secret. Le brigadier Leroux commence à envisager des scénarios de plus en plus sombres. Et si les 4 jeunes avaient été enlevés par quelqu'un qui connaissait parfaitement la forêt? Quelqu'un capable de se déplacer sans laisser de traces, capable de maîtriser 4 personnes en même temps. L'idée d'un prédateur humain s'impose progressivement dans son esprit. Des profileurs sont appelés en renfort. Ils établissent le portrait psychologique d'un éventuel agresseur. Ce serait probablement un homme vivant dans l'isolement, connaissant intimement la forêt, peut-être un ancien militaire ou un chasseur expérimenté. Quelqu'un d'assez fort et méthodique pour maîtriser 4 personnes sans faire de bruit. Les gendarmes commencent à vérifier les antécédents de tous les hommes vivant seuls dans un rayon de 30 km autour du campement. Ils interrogent des dizaines de suspects potentiels, fouillent des cabanes abandonnées, vérifient des alibis. Mais chaque piste s'évanouit aussi vite qu'elle est apparue. Les semaines deviennent des mois. L'été cède la place à l'automne puis à l'hiver. Les recherches actives sont progressivement abandonnées. Il n'y a plus rien à chercher. La forêt a été ratissée des dizaines de fois. Les enquêteurs ont épuisé toutes les pistes conventionnelles. Le dossier reste officiellement ouvert, mais il n'y a plus d'avancée. Le brigadier Leroux, qui avait promis aux familles de ne jamais abandonner, est muté dans une autre région. Son successeur classe l'affaire parmi les cold cases, ces enquêtes non résolues qui s'accumulent dans les archives de la gendarmerie. Pour les familles, c'est le début d'un cauchemar sans fin. Elles ne peuvent pas faire leur deuil car il n'y a pas de corps. Elles ne peuvent pas tourner la page car il n'y a pas de certitude. La mère d'Émilie garde la chambre de sa fille exactement comme elle l'a laissée. Les parents de Thomas conservent tous ses objets personnels, ses livres, ses CD, ses vêtements. Ils espèrent toujours que leur fils franchira la porte un jour, avec une explication logique à tout cela. Mais au fond d'eux, ils savent que leurs enfants ne reviendront jamais. Les années passent. 2005, 2006, 2007. L'affaire des 4 de Fontainebleau s'efface progressivement de la mémoire collective. De nouveaux drames occupent l'actualité. Les médias ne parlent plus de ces jeunes disparus. Seules leurs familles continuent de se battre, organisant des commémorations chaque année, sollicitant la réouverture de l'enquête, écrivant aux autorités. Mais leurs lettres restent sans réponse. La justice française a d'autres priorités. 4 jeunes disparus sans explication deviennent juste une statistique de plus dans les dossiers non résolus. Certaines personnes avancent des théories pour expliquer la disparition. Peut-être ont-ils décidé de fuguer ensemble, de commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais cette hypothèse ne tient pas. Ils avaient tous des projets, des familles aimantes, des raisons de rester. D'autres suggèrent un accident collectif, une chute dans un gouffre non répertorié, ou une noyade dans une partie cachée de la rivière. Mais les recherches ont été exhaustives. Si un tel accident avait eu lieu, on aurait trouvé des traces. La seule explication qui reste est celle que personne ne veut envisager. Quelqu'un les a enlevés. Et ce quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. En 2010, 6 ans après la disparition, les parents de Sophie décident de faire appel à un détective privé. Ils ont économisé pendant des années pour s'offrir ses services. L'homme est spécialisé dans les affaires non résolues et a une réputation solide. Il reprend l'enquête depuis le début, réinterroge les témoins, revisite les lieux. Il passe des semaines dans la forêt, observant, analysant, cherchant ce que les gendarmes auraient pu manquer. Mais lui non plus ne trouve rien de nouveau. Le mystère reste entier. Après 3 mois d'investigation, il rend son rapport aux parents. Sans nouveaux éléments, l'affaire est insoluble. La frustration des familles atteint son paroxysme. Elles organisent une marche silencieuse à travers Paris, brandissant des photos de leurs enfants disparus. Quelques dizaines de personnes se joignent à eux, touchées par leur douleur. Mais cela ne change rien. L'affaire reste au point mort. Les enquêteurs n'ont aucun corps, aucun témoin fiable, aucune preuve matérielle exploitable. Sans ces éléments, il est impossible de progresser. Le dossier retourne dans les archives, sous la poussière des années qui s'accumulent. Et pendant tout ce temps, quelque part dans l'ombre,
La vérité attend d'être découverte. L'année 2015 marque un tournant inattendu dans l'affaire. Lucas, le frère cadet de Thomas, a maintenant 28 ans. Il avait 15 ans quand son grand frère a disparu et cette tragédie a défini toute sa vie d'adulte. Pendant des années, il a porté le poids de l'absence, la culpabilité du survivant, la rage contre l'injustice de ne jamais savoir. À l'université, il a choisi d'étudier la criminologie, pas par hasard, mais par nécessité. Il voulait comprendre comment une personne pouvait disparaître sans laisser de traces. Il voulait acquérir les outils pour reprendre l'enquête là où les professionnels avaient échoué. Après l'obtention de son diplôme, Lucas travaille quelques années pour une agence de sécurité privée, puis pour un cabinet d'investigation. Il apprend les techniques modernes d'analyse criminelle, se forme aux nouvelles technologies de traitement d'images, étudie les profils de criminels en série. Chaque compétence qu'il acquiert, il la met de côté comme une arme dans son arsenal personnel. Car Lucas n'a jamais abandonné. Là où ses parents ont fini par accepter le silence, lui refuse de se résigner. Il sait que quelque part dans les détails de cette affaire se cache une vérité que personne n'a encore vue. En 2015, Lucas prend une décision radicale. Il quitte son emploi stable et décide de consacrer tout son temps à l'affaire de son frère. Ses parents le supplient de ne pas sacrifier sa vie pour une quête peut-être vaine. Mais Lucas est déterminé. Il a économisé assez d'argent pour tenir 1 an sans travailler. 1 an pour reprendre l'enquête méthodiquement, avec des yeux neufs et des outils que les gendarmes de 2004 n'avaient pas. Il commence par récupérer tous les éléments du dossier, négociant avec les autorités pendant des mois pour obtenir l'accès aux archives complètes. La première chose que Lucas fait, c'est de numériser l'intégralité du dossier. Des milliers de pages de rapports, de témoignages, de notes d'enquête. Il crée une base de données informatique où il peut croiser toutes les informations. Il cartographie la zone de disparition avec précision, utilisant des logiciels de géolocalisation modernes. Il recense chaque témoin, chaque suspect potentiel, chaque élément matériel découvert. C'est un travail colossal qui lui prend 3 mois. Mais à la fin, il a devant lui une vision complète de l'affaire, organisée d'une manière que personne n'avait faite auparavant. Ensuite, Lucas se concentre sur les photos. Ces 27 clichés pris avec l'appareil jetable de Sophie sont les dernières traces visuelles de son frère et de ses amis. Les originaux ont été développés en 2004, puis rangés dans le dossier. Les négatifs existent toujours, conservés dans une enveloppe scellée aux archives de la gendarmerie. Lucas obtient l'autorisation de les récupérer. Il les confie à un laboratoire spécialisé en restauration d'images anciennes. Avec les scanners haute résolution disponibles en 2015, il est possible d'extraire bien plus de détails qu'avec les équipements de 11 ans auparavant. Le processus de numérisation prend 2 semaines. Les techniciens scannent chaque négatif à une résolution de 4000 dpi, créant des fichiers numériques de plusieurs dizaines de mégaoctets chacun. Ces images contiennent une quantité phénoménale d'informations invisibles à l'œil nu sur les tirages originaux. Lucas reçoit un disque dur avec les 27 photos en très haute définition. Il rentre chez lui, le cœur battant. Pour la première fois depuis 11 ans, il va regarder les derniers moments de son frère avec une clarté nouvelle. Il ne sait pas encore qu'il est sur le point de découvrir quelque chose d'horrible. Lucas commence par examiner les photos chronologiquement. Les premières images du trajet vers le campement ne révèlent rien de particulier, juste la forêt, dense et paisible. Il zoome sur chaque partie des photos, cherchant des détails qui auraient pu passer inaperçus. Une silhouette dans les arbres? Un véhicule garé au loin? Mais non, rien. Les photos du montage des tentes et de l'installation du camp sont également sans surprise. Son frère Thomas sourit à l'objectif, plein de vie. Lucas sent sa gorge se serrer. C'est douloureux de le voir ainsi, insouciant, quelques heures avant de disparaître à jamais. Les photos du samedi soir retiennent son attention plus longtemps. Le groupe autour du feu de camp dans la lumière orangée des flammes. Ces images ont un aspect presque surréaliste maintenant, comme des fantômes figés dans le temps. Lucas zoome sur les visages. Thomas, Émilie, Marc, Sophie. Ils rient, ils chantent, ils vivent. Aucun d'eux ne semble inquiet ou tendu. Si quelque chose d'anormal se passait autour d'eux, ils n'en avaient clairement pas conscience. Cela confirme ce que Lucas pensait déjà. L'attaque, si attaque il y a eu, a dû être soudaine et totalement inattendue. Lucas passe à la dernière photo du rouleau, celle qui est floue, prise juste avant que l'appareil ne tombe.
Sur le tirage original de 2004, cette image n'avait rien révélé de significatif. Juste du noir et quelques taches de lumière correspondant au feu de camp. Mais maintenant, avec la version haute résolution, Lucas peut travailler différemment. Il ouvre la photo dans un logiciel professionnel de traitement d'image. Il commence par ajuster la luminosité et le contraste. L'arrière-plan commence lentement à émerger de l'obscurité. Des formes se dessinent, des arbres, des branches, et peut-être... Autre chose? Lucas sent son pouce accélérer. Il continue de jouer avec les réglages, augmentant l'exposition sur les zones les plus sombres de l'image. Il applique des filtres de netteté pour faire ressortir les détails. Petit à petit, l'arrière-plan devient plus distinct. Il peut maintenant identifier clairement les troncs d'arbres derrière le feu de camp, la forêt dense qui entoure la clairière. Et puis alors qu'il zoome sur la partie supérieure droite de l'image, il voit quelque chose qui lui glace le sang. Entre deux arbres, dans l'obscurité, il y a une forme claire, une forme qui ne devrait pas être là. Lucas recule instinctivement de son écran, le souffle coupé. Son cerveau refuse d'abord de traiter ce qu'il vient de voir. Il cligne des yeux, se rapproche à nouveau. La forme est toujours là. Il augmente encore le zoom, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Et soudain, cela devient indéniable. C'est un visage humain pâle dans l'obscurité qui observe le groupe autour du feu. Les traits sont flous à cause de la distance et des conditions de prise de vue. Mais c'est définitivement un homme qui se tenait là, à quelques mètres seulement des tentes, caché dans les arbres. Lucas reste figé pendant plusieurs minutes, incapable de détacher son regard de l'écran. Pendant 11 ans, tout le monde a cru que les 4 amis étaient seuls dans ces bois. Mais cette photo prouve le contraire. Quelqu'un était là. Quelqu'un les observait. Quelqu'un attendait dans l'ombre pendant qu'ils riaient autour du feu, inconscient du danger. Lucas sent la nausée monter. Son frère et ses amis ont été traqués comme des proies, et ils ne l'ont jamais su. Cette découverte change tout. L'affaire n'est plus un mystère inexplicable. C'est clairement un crime. Un crime prémédité, commis par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Les mains tremblantes, Lucas sauvegarde l'image modifiée et prépare plusieurs versions avec différents niveaux de zoom et de traitement. Il imprime une version grand format, où le visage dans les arbres est clairement visible. Puis il appelle immédiatement la gendarmerie. Il demande à parler au responsable actuel du dossier des 4 disparus de Fontainebleau. On le fait patienter, on le transfère de service en service. Personne ne semble vraiment se souvenir de l'affaire. Finalement, on lui donne le nom d'un capitaine Moreau, qui a hérité des cold cases de la région. Lucas prend rendez-vous pour le lendemain matin. Cette nuit-là, Lucas ne dort pas. Il reste devant son ordinateur, étudiant encore et encore cette photo. Il essaie d'extraire chaque détail possible du visage dans les arbres. La distance et la faible lumière limitent la qualité, mais il peut distinguer certains éléments. L'homme semble avoir les cheveux longs ou peut-être une capuche. Son visage est étrangement pâle, presque luminescent dans l'obscurité. Ses yeux sont enfoncés, donnant l'impression de 2 trous noirs. L'expression est impossible à déterminer avec certitude, mais il y a quelque chose de profondément dérangeant dans cette silhouette immobile qui observe depuis les ténèbres. Le lendemain, Lucas se présente à la gendarmerie avec son dossier. Le capitaine Moreau le reçoit dans son bureau, visiblement sceptique. Il a l'habitude des familles de victimes qui voient des indices là où il n'y a rien, qui s'accrochent à des théories improbables pour ne pas accepter la réalité. Mais quand Lucas pose les photos agrandies sur le bureau, l'expression du capitaine change radicalement. Il saisit les images, les examine attentivement. Son visage devient grave. Il appelle immédiatement un technicien spécialisé en analyse d'images pour vérifier l'authenticité des documents. Il faut s'assurer que Lucas n'a pas manipulé la photo pour créer cette silhouette. Le technicien arrive 1 heure plus tard et examine les négatifs originaux avec Lucas. Il effectue lui-même une numérisation et applique des traitements similaires. Et il arrive à la même conclusion. Il y a bien un homme dans cette photo. Ce n'est pas une illusion d'optique, ni un artefact de compression numérique, ni une manipulation. C'est une présence réelle, capturée par l'appareil photo de Sophie le soir de leur disparition. Le capitaine Moreau reste silencieux un long moment après cette confirmation, puis il regarde Lucas droit dans les yeux et prononce les mots que celui-ci attendait depuis 11 ans. Nous rouvrons officiellement l'enquête. La nouvelle fait rapidement le tour des médias. Les 4 de Fontainebleau,
une photo révèle un témoin caché. Les journaux publient l'image en première page avec le visage dans les arbres entouré d'un cercle rouge. L'affaire qui était tombée dans l'oubli revient brutalement sur le devant de la scène. Les familles des victimes sont contactées. Elles pleurent, soulagées et horrifiées à la fois. Soulagées parce qu'enfin, il y a du nouveau. Horrifiées parce que cette photo confirme leurs pires craintes. Leurs enfants ont été victimes d'un prédateur. Quelqu'un les a observés, les a traqués, les a fait disparaître, et ce quelqu'un a vécu 11 ans en liberté. Les enquêteurs reprennent le dossier avec une urgence renouvelée. Ils recontactent tous les témoins de 2004, leur montrant la nouvelle photo. Quelqu'un reconnaît-il cet homme? Quelqu'un a-t-il déjà vu cette silhouette dans la région? Les réponses sont négatives. Le visage est trop flou pour permettre une identification formelle. Les experts travaillent sur l'image, tentant de reconstruire les traits avec des logiciels de modélisation faciale. Mais la qualité de la photo originale limite leurs possibilités. Ils peuvent estimer l'âge de l'homme, environ 30 à 50 ans en 2004, et sa taille, probablement entre 1,75 m et 1,85 m. Une équipe de profilers est à nouveau mobilisée. Ils analysent le comportement de cet homme tel qu'il apparaît dans la photo. Sa position dans les arbres, sa distance par rapport au groupe, son apparente immobilité. Tout indique un prédateur patient, capable de rester caché pendant des heures sans bouger. Quelqu'un qui connaît parfaitement la forêt et les techniques de camouflage, probablement un individu solitaire, vivant en marge de la société. Le profil correspond à celui établi en 2004, mais maintenant ils ont une confirmation visuelle. Cet homme existe, il était là, et il faut le retrouver. La réouverture de l'enquête en 2015 déclenche une mobilisation sans précédent. Le capitaine Moreau constitue une équipe dédiée de 8 enquêteurs. Leur mission est claire, identifier l'homme sur la photo et déterminer ce qui est arrivé aux 4 disparus. Lucas est autorisé à collaborer officieusement avec l'équipe, compte tenu de son expertise en analyse criminelle et de sa découverte cruciale. Pour lui, c'est l'aboutissement de 11 années d'obsession. Il ne lâchera pas tant que la vérité ne sera pas révélée, quelle qu'elle soit. La première étape consiste à créer un portrait robot basé sur le visage flou de la photo. Des artistes judiciaires travaillent avec des logiciels spécialisés pour extrapoler les traits à partir des quelques pixels disponibles. Ils produisent plusieurs versions possibles, tenant compte des ombres et de la distance. Ces portraits robots sont diffusés dans toute la région. Les médias les partagent massivement. Un numéro vert est mis en place pour recueillir les témoignages. En quelques jours, des centaines d'appels arrivent. Chacun est vérifié, catalogué, analysé, mais aucun ne mène à une piste concrète. Lucas, de son côté, reprend son analyse des lieux. Il retourne dans la forêt de Fontainebleau, exactement à l'endroit où son frère a campé 11 ans plus tôt. La clairière n'a pas changé. Les arbres sont un peu plus hauts, la végétation un peu plus dense, mais l'emplacement est le même. Armé de la photo haute résolution et d'un GPS, Lucas tente de déterminer précisément où se tenait l'homme cette nuit-là. Il mesure les angles, compare les positions des arbres. Après plusieurs heures de calcul, il identifie l'endroit exact. À environ 15 mètres du feu de camp, légèrement en hauteur sur une petite élévation du terrain. Il se rend sur place, le cœur battant. L'endroit offre une vue parfaite sur la clairière. De là, on peut observer tout le campement sans être vu, surtout dans l'obscurité de la nuit. Lucas s'agenouille et commence à fouiller le sol. 11 ans ont passé, les intempéries et la nature ont recouvert toute trace potentielle. Mais il cherche quand même. Peut-être un objet oublié, une marque dans l'écorce d'un arbre, n'importe quoi. Il passe des heures à ratisser la zone centimètre par centimètre. Et puis, sous une couche de feuilles mortes et de mousse, il sent quelque chose de dur sous ses doigts. Il écarte délicatement la terre. C'est un couteau. Un grand couteau de chasse avec une lame oxydée d'environ 20 cm. Le manche en bois est partiellement pourri par l'humidité et le temps. Lucas sent son sang se glacer. Il ne touche pas l'objet, sachant qu'il pourrait contenir des traces ADN ou des empreintes malgré les années passées. Il appelle immédiatement le capitaine Moreau. Moins d'une heure plus tard, une équipe de techniciens de scène de crime arrive sur place. Ils sécurisent la zone, photographient le couteau in situ, puis le récupèrent avec d'infinies précautions. C'est potentiellement la première preuve matérielle directement liée au criminel. Le couteau est envoyé en laboratoire pour analyse. Les résultats prennent 2 semaines.
L'oxydation a détruit une grande partie des traces potentielles, mais les techniciens parviennent quand même à extraire de l'ADN sur le manche. Malheureusement, cet ADN ne correspond à aucun profil de la base de données nationale. L'homme, quel qu'il soit, n'a jamais été fiché par la police. Pas de casier judiciaire, pas de condamnation antérieure. Cela ne signifie pas qu'il est innocent de tout, mais simplement qu'il n'a jamais été attrapé auparavant. C'est à la fois encourageant et terrifiant. Encourageant, car ils ont maintenant son empreinte génétique. Terrifiant, car cela suggère qu'il pourrait y avoir d'autres victimes non découvertes. Les enquêteurs lancent alors une opération d'envergure. Ils comparent l'affaire de 2004 avec toutes les autres disparitions inexpliquées survenues dans un rayon de 150 km autour de Fontainebleau au cours des 20 dernières années. Ils cherchent des similitudes, des personnes disparues en camping, en randonnée ou dans des zones forestières isolées. Les résultats sont glaçants. 7 autres cas présentent des caractéristiques troublantes. Des gens disparus sans laisser de traces, dans des circonstances qui défient toute explication logique. La plupart des dossiers sont classés comme accident ou fugue, faute de preuves. Mais maintenant, ils prennent une dimension plus sinistre. L'équipe d'enquête se concentre sur 2 cas en particulier. En 1998, un couple de randonneurs a disparu dans la forêt d'Orléans, à 80 km de Fontainebleau. Leurs sacs à dos ont été retrouvés, mais pas leur corps. En 2007, 3 ans après l'affaire des 4 de Fontainebleau, un homme seul qui faisait du camping sauvage a disparu dans les Vosges. Même schéma. Tente retrouvée intacte, affaires personnelles sur place, aucune trace de l'occupant. Ces affaires n'avaient jamais été reliées entre elles, car elles s'étaient produites dans des régions différentes, gérées par des brigades de gendarmerie distinctes. Mais vu sous le prisme d'un prédateur en série opérant sur un large territoire, un motif commence à émerger. Le capitaine Moreau demande l'exhumation de tous les dossiers similaires et la création d'une task force nationale. Si c'est effectivement un tueur en série qui opère depuis plus de 20 ans, il faut mobiliser des moyens exceptionnels. Le ministère de l'Intérieur approuve la demande. Une cellule spéciale est créée, rassemblant des experts de plusieurs régions. Ils ont accès à toutes les bases de données, tous les dossiers d'enquête non résolus. Leur objectif, traquer l'homme au couteau, celui qui observe depuis les ombres, celui qui fait disparaître des gens sans laisser de traces. Un homme qui pourrait avoir tué pendant des décennies en toute impunité. Pendant ce temps, Lucas continue ses propres recherches. Il a développé une obsession pour comprendre qui est cet homme. Il étudie les comportements des tueurs en série, leurs méthodes, leurs motivations. Il lit des centaines de pages de profils psychologiques. Il apprend que ce type de criminel choisit souvent des terrains de chasse spécifiques, des zones qu'il connaît intimement. La forêt est son domaine, son territoire. Il y est invisible, il y est roi. Les victimes qui s'y aventurent entrent en réalité dans son monde. Un monde où les règles de la civilisation ne s'appliquent plus. Lucas fait également des recherches sur les personnes vivant en marge de la société dans les zones forestières. Les ermites, les squatteurs de cabanes abandonnées, les gens qui ont choisi de vivre loin de tout. Il consulte les archives cadastrales pour identifier toutes les propriétés isolées dans un rayon de 50 km autour de Fontainebleau. Il découvre qu'il existe des dizaines de cabanes de chasse, d'anciens postes de garde forestiers, de bâtiments agricoles abandonnés. Autant d'endroits où quelqu'un pourrait vivre caché, loin des regards. Autant de refuges potentiels pour un prédateur qui ne veut pas être trouvé. Il partage ses découvertes avec le capitaine Moreau. L'équipe d'enquête décide de lancer une campagne systématique de vérification de toutes ces structures isolées. Pendant des semaines, des binômes de gendarmes visitent chaque cabane, chaque refuge, chaque bâtiment abandonné. Ils prennent des photos, relèvent des traces éventuelles d'occupation récentes, recueillent des échantillons ADN sur tout ce qui pourrait servir. C'est un travail titanesque, épuisant, souvent dangereux car certains de ces lieux sont dans un état de délabrement avancé. Mais il faut le faire. Quelque part dans ces bois, il y a peut-être un indice qui mènera à l'homme de la photo. Un jour, une équipe fait une découverte troublante. Dans une cabane particulièrement isolée, à presque 2 heures de marche de la route la plus proche, ils trouvent des signes d'occupation récente. Un sac de couchage militaire, des boîtes de conserve vides datant de moins d'1 an, des cendres dans le foyer. Mais surtout sur un mur, ils découvrent quelque chose de glaçant, des photos. Des photos découpées dans des journaux,
scotchées sur le bois pourri. Des photos de randonneurs, de campeurs, de gens en forêt, et parmi elles, une photo du groupe de 2004, Thomas, Émilie, Marc et Sophie, souriants, publiée dans un article de journal sur leur disparition. La cabane est immédiatement sécurisée comme scène de crime. Les techniciens passent des jours à l'examiner. Ils relèvent des dizaines d'empreintes digitales, collectent des cheveux, des fibres textiles, des mégots de cigarettes. Tout est envoyé en analyse. Les résultats confirment que l'ADN trouvé dans la cabane correspond à celui du couteau découvert par Lucas. C'est bien le repère de leur suspect. Il a vécu ici, peut-être pendant des années, mais quand l'équipe arrive, il y a déjà plusieurs mois qu'il n'est pas revenu. Les conserves les plus récentes datent de l'hiver dernier. L'homme a disparu, probablement alerté par la médiatisation de l'affaire. Les enquêteurs fouillent minutieusement la cabane et ses environs. Ils cherchent des indices sur l'identité de l'occupant, des documents, des objets personnels. Mais l'homme n'a laissé que le strict minimum. Pas de papier d'identité, pas de courrier, rien qui permettrait de l'identifier formellement. Juste ces photos macabres sur le mur, comme un trophée de ses crimes. Les psychologues qui analysent la scène concluent qu'ils ont affaire à un individu extrêmement méthodique et intelligent. Il a vécu hors du système pendant des années, ne laissant aucune trace administrative de son existence. Un fantôme dans la forêt. Cependant, une découverte change la donne. En creusant le sol autour de la cabane, les enquêteurs trouvent des objets enfouis, des vêtements décomposés, des sacs à dos déchirés, des objets personnels rouillés, et surtout, des os humains éparpillés, enterrés à la hâte à différents endroits autour du bâtiment. L'équipe appelle immédiatement des anthropologues médico-légaux. Le site devient officiellement un charnier. Pendant 3 semaines, les experts exhument soigneusement tous les restes. Au total, ils identifient les ossements d'au moins 6 individus différents. 6 victimes qui ont été enterrées là, probablement après avoir été tuées dans la cabane ou à proximité. Les analyses ADN sur les ossements prennent du temps, mais les résultats commencent à tomber. 2 des victimes sont identifiées comme le couple de randonneurs disparus en 1998. Une autre correspond à l'homme disparu en 2007 dans les Vosges. Les 3 autres restent non identifiés pour l'instant, mais les enquêteurs travaillent à recouper avec d'autres disparitions non résolues. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont enfin trouvé une partie des victimes de ce tueur, mais pas celle de 2004. Thomas, Émilie, Marc et Sophie ne sont pas parmi les ossements découverts. Cela signifie qu'ils ont été enterrés ailleurs, ou pire, qu'ils pourraient encore être quelque part, utilisés d'une manière que personne n'ose imaginer. La découverte du charnier provoque un choc national. Les médias parlent du monstre de Fontainebleau, ce tueur en série qui a sévi pendant au moins 20 ans, sans jamais être inquiété. Les familles des victimes identifiées peuvent enfin faire leur deuil, même si la douleur reste immense. Mais pour les familles de Thomas, Émilie, Marc et Sophie, l'incertitude persiste. Où sont leurs enfants? Sont-ils enterrés quelque part dans ces immenses forêts? Ont-ils subi le même sort que les autres victimes? Lucas refuse d'abandonner. Il sait que son frère est quelque part et il le retrouvera. Il le doit. Les enquêteurs lancent un appel à témoins massif. Le portrait robot de l'homme est diffusé partout, accompagné des nouvelles informations. On sait maintenant qu'il vivait comme un ermite, probablement depuis des décennies. Quelqu'un a forcément croisé cet homme à un moment donné. Un garde forestier, un chasseur, un randonneur, quelqu'un qui l'a vu sans réaliser qu'il observait un monstre. Les témoignages affluent à nouveau, plus nombreux encore qu'avant. Et cette fois, plusieurs pistes semblent prometteuses. 3 personnes différentes mentionnent avoir aperçu un homme étrange rôdant dans différentes forêts de la région entre les années 1990 et 2010. Les descriptions correspondent vaguement au portrait robot. L'un de ces témoins est particulièrement intéressant. Un ancien garde forestier à la retraite se souvient d'avoir rencontré un homme bizarre en 2003, soit 1 an avant la disparition des 4 amis. C'était dans la forêt de Fontainebleau, dans un secteur peu fréquenté. L'homme portait des vêtements sales, avait les cheveux longs et une barbe broussailleuse. Il transportait un grand sac à dos et semblait se déplacer en dehors des sentiers. Quand le garde l'a interpellé pour lui demander ce qu'il faisait là, l'homme n'a pas répondu. Il a simplement fixé le garde avec un regard vide et perturbant, puis s'est enfoncé dans les bois.
Le garde n'a jamais signalé l'incident, pensant avoir simplement croisé un marginal inoffensif. Ce témoignage, combiné aux autres, permet aux enquêteurs de créer un profil plus précis. L'homme qu'ils recherchent est probablement dans la soixantaine maintenant, possiblement plus. Il a vécu la majeure partie de sa vie adulte dans les forêts, développant une connaissance intime de ces territoires. Il est capable de survivre avec très peu de ressources, de se déplacer sans être vu, de s'adapter aux saisons. C'est un survivant, mais aussi un prédateur. Un homme qui a choisi de vivre en dehors de la société et qui a fait de la forêt son terrain de chasse personnel. Un homme qu'il faut absolument retrouver avant qu'il ne fasse d'autres victimes. L'enquête prend une tournure inattendue à l'automne 2016, plus d'un an après la découverte du charnier. Un appel anonyme arrive sur le numéro vert mis en place par la gendarmerie. Une voix d'homme, âgée et tremblante, déclare avoir des informations sur le tueur de Fontainebleau. Mais il refuse de donner son identité et raccroche avant que les enquêteurs puissent en apprendre davantage. L'appel est tracé jusqu'à une cabine téléphonique dans un petit village de Lyon, à 100 km de Paris. Une équipe est immédiatement dépêchée sur place, mais l'homme a disparu depuis longtemps. Les caméras de surveillance de la pharmacie voisine ont capturé une silhouette floue, mais rien d'exploitable. 2 jours plus tard, le même homme rappelle. Cette fois, il accepte de parler plus longuement. Il explique qu'il était garde-chasse dans les années 90 et qu'il a rencontré un homme correspondant à la description du suspect. Cet homme vivait dans une cabane qu'il avait construite lui-même, profondément enfouie dans une zone marécageuse où personne ne s'aventurait jamais. Le garde-chasse l'avait surpris en train de dépecer un cerf braconné. L'homme lui avait offert de l'argent pour qu'il se taise, et le garde-chasse, qui traversait des difficultés financières à l'époque, avait accepté. Pendant des années, il avait gardé ce secret. Mais maintenant, avec toutes ces morts sur la conscience, il ne pouvait plus se taire. Le capitaine Moreau écoute attentivement, prenant des notes détaillées. Il demande au garde-chasse de décrire l'emplacement exact de cette cabane. L'homme hésite, sa voix se brise. Il explique qu'il a maintenant 75 ans et qu'il est malade. Il ne veut pas être poursuivi pour complicité passive. Le capitaine lui assure qu'il ne sera pas inquiété s'il coopère pleinement. Après un long silence, le garde-chasse accepte. Il donne des indications précises. La cabane se trouve dans une zone marécageuse au nord-est de Fontainebleau, accessible uniquement par un ancien chemin de bûcheron abandonné depuis les années 80. Il faut marcher environ 3 heures depuis la route la plus proche, en traversant des zones dangereuses. L'opération est lancée dès le lendemain. Une équipe de 15 gendarmes, accompagnée de Lucas qui a insisté pour participer, se met en route à l'aube. Ils sont équipés de matériel de géolocalisation GPS, de drones équipés de caméras thermiques et d'armes au cas où le suspect serait encore sur place. Le chemin décrit par le garde-chasse est effectivement difficilement praticable. La végétation a repris ses droits, les anciens sentiers sont à peine visibles. Ils progressent lentement, vérifiant chaque mètre du terrain. Les drones survolent la zone, cherchant des signes de construction ou d'activité humaine dans cette mer de verdure hostile. Après 4 heures de marche éprouvante, les drones détectent quelque chose. Une anomalie thermique dans une zone particulièrement dense. Les images montrent une structure artificielle, probablement en bois, partiellement camouflée sous la végétation. L'équipe ajuste sa trajectoire et se dirige vers ses coordonnées. Le terrain devient de plus en plus difficile. Ils doivent traverser des zones boueuses où ils s'enfoncent jusqu'aux genoux. Lucas sent son cœur battre de plus en plus fort. Ils approchent. Après toutes ces années, ils sont peut-être sur le point de trouver des réponses qu'ils redoutent autant qu'ils les désirent. La cabane apparaît soudainement devant eux, émergeant de la végétation comme un navire fantôme. Elle est plus grande que celle découverte précédemment, construite avec un soin méticuleux. Les murs sont faits de rondins assemblés avec précision, le toit est recouvert de mousse et de branches pour le camouflage. On ne la verrait jamais depuis le ciel sans les caméras thermiques. L'équipe s'approche avec une prudence extrême, armes pointées. Le capitaine Moreau ordonne un silence total. Ils encerclent la structure. 2 gendarmes avancent vers la porte, une simple planche de bois maintenue par des gonds rudimentaires. Ils écoutent. Aucun bruit à l'intérieur. D'un coup de pied, ils défoncent la porte. La cabane est vide. Mais contrairement à la précédente, celle-ci semble avoir été occupée beaucoup plus récemment. Il y a des provisions fraîches datant de moins d'1 semaine, un sac de couchage encore déplié, des cendres tièdes dans le foyer.
L'homme était là il y a peu. Il a peut-être été alerté de l'arrivée de l'équipe, ou il est simplement parti en expédition. Les gendarmes fouillent rapidement les lieux tout en restant vigilants. Sur une étagère grossièrement taillée dans le bois, ils trouvent des objets personnels, des montres, des portefeuilles, des bijoux, des trophées pris sur ses victimes. Lucas reconnaît immédiatement la montre de son frère Thomas, celle que leurs parents lui avaient offerte pour son 20e anniversaire. Les jambes de Lucas se dérobent. Il s'effondre contre le mur, serrant la montre contre sa poitrine. Toutes ces années d'espoir, aussi minces soient-ils, s'effondrent en cet instant. Son frère est mort. Il l'a toujours su, quelque part au fond de lui, mais maintenant c'est une certitude absolue. Cette montre est la preuve tangible que Thomas a été ici, dans cette cabane maudite, aux mains d'un monstre. Le capitaine Moreau s'approche de lui, pose une main sur son épaule. Il ne disant rien. Que pourrait-on dire face à une telle douleur? Après un long moment, Lucas se relève. Ses yeux sont secs, mais son regard est d'acier. Il ne pleurera pas maintenant. Il pleurera quand justice sera faite. La fouille se poursuit de manière systématique. Les techniciens trouvent d'autres objets appartenant aux 4 disparus de 2004. Le bracelet d'Émilie, le briquet de Marc, les boucles d'oreilles de Sophie. Chaque découverte est un coup de poignard dans le cœur de Lucas. Mais il reste. Il observe, il mémorise. Il veut voir chaque détail de cet endroit où son frère a probablement passé ses derniers moments. Dans un coin de la cabane, sous une bâche, il découvre des outils. Des scies, des haches, des couteaux de différentes tailles. Certains sont propres, d'autres portent encore des traces sombres qui sont probablement du sang. Les techniciens les photographient et les emballent soigneusement pour analyse. Mais la découverte la plus horrible se trouve à l'extérieur. Derrière la cabane, dans une zone particulièrement boueuse, les enquêteurs remarquent que le sol a été retourné à plusieurs endroits, des monticules de terre fraîchement remués. Ils commencent à creuser avec d'infinies précautions. À 30 cm de profondeur, ils trouvent des ossements, puis d'autres, et encore d'autres. C'est un nouveau charnier, plus récent que le premier. Les anthropologues qui arrivent dans l'après-midi estiment qu'il y a au moins 4 corps enterrés ici. Les analyses ADN prendront du temps, mais Lucas sait déjà. Il le sent dans ses tripes. Son frère et ses amis sont là, dans cette terre froide et humide. Pendant que l'équipe scientifique travaille sur la scène de crime, d'autres gendarmes établissent un périmètre de surveillance autour de la cabane. Si le tueur revient, ils seront prêts. Des caméras de surveillance sont installées, des détecteurs de mouvement placés sur tous les chemins d'accès possibles. Une équipe reste sur place jour et nuit, se relayant par période de 6 heures. Ils attendent. Le capitaine Moreau a la conviction que l'homme reviendra. Cette cabane est son sanctuaire, son refuge ultime. Il a investi trop de temps et d'efforts pour l'abandonner définitivement. Il reviendra chercher ses affaires, ses trophées. Et quand il le fera, ils seront là. 3 jours passent sans rien. Puis, la 4e nuit, à 3 heures du matin, les détecteurs de mouvement s'activent. Une silhouette approche de la cabane par le nord, se déplaçant avec une lenteur prudente. Les gendarmes en embuscade retiennent leur souffle. L'homme avance, s'arrête régulièrement pour écouter. Il semble sentir que quelque chose ne va pas. Mais la cabane l'attire comme un aimant. Il continue d'avancer. Quand il arrive à 10 mètres de la porte, les projecteurs s'allument brutalement. La silhouette se fige, éblouie. Les gendarmes surgissent de tous côtés, armes braquées, hurlant des ordres. L'homme ne résiste pas. Il reste immobile, les mains levées, comme s'il savait que ce moment finirait par arriver. C'est un homme d'environ 65 ans, maigre et sale, avec des cheveux gris longs et emmêlés et une barbe jusqu'à la poitrine. Ses vêtements sont des assemblages de tissus divers, rapiécés des dizaines de fois. Son visage est creusé, tanné par des années passées dehors. Mais ses yeux sont ce qui frappe le plus. Des yeux clairs, presque transparents, qui observent les gendarmes sans émotion apparente. Pas de peur, pas de colère, pas de surprise. Juste une résignation froide. Il se laisse menotter sans dire un mot. Quand on lui demande son nom, il reste silencieux. Il ne parlera pas maintenant, peut-être jamais. L'homme est emmené au poste de gendarmerie le plus proche, puis transféré à Paris pour interrogatoire. Lucas est là quand il arrive, observant depuis la salle de contrôle. C'est la première fois qu'il voit en chair et en os l'homme qui a tué son frère. Il s'attendait à ressentir une rage explosive, une envie de violence.
Mais ce qu'il ressent est bien plus dérangeant. C'est de la pitié. Cet homme brisé qui a vécu comme un animal sauvage pendant des décennies, qui a tué pour des raisons que personne ne comprendra jamais, cet homme est pathétique. Il n'est pas le monstre surhumain que Lucas avait imaginé. Il est juste un humain détruit, vide, perdu depuis si longtemps qu'il ne sait probablement même plus qui il est. Les interrogatoires commencent immédiatement. Le capitaine Moreau et 2 autres enquêteurs expérimentés se relaient. Ils posent des questions, montrent des photos des victimes, des preuves matérielles. L'homme reste muet. Il les regarde sans ciller, mais ne prononce pas un mot. Les psychologues qui l'observent pensent qu'il a peut-être perdu la capacité de communiquer normalement après tant d'années d'isolement. Ou peut-être refuse-t-il simplement de leur donner satisfaction. Quelle que soit la raison, il est clair qu'ils n'obtiendront rien de lui par la discussion. Il faudra se contenter des preuves matérielles et de ce que les corps pourront révéler. Les analyses ADN des ossements trouvés derrière la cabane confirment ce que Lucas redoutait. 4 des squelettes sont identifiés comme étant Thomas, Émilie, Marc et Sophie. Ils sont morts depuis 12 ans maintenant. Les examens médico-légaux révèlent qu'ils ont tous été tués par des coups portés à la tête avec un objet contondant. La mort a probablement été rapide. C'est la seule consolation, si on peut parler de consolation dans un tel contexte. Les familles sont officiellement informées. Elles peuvent enfin organiser des funérailles, même si les corps sont réduits à l'état d'ossement. C'est une conclusion horrible, mais c'est une conclusion. Le mystère est résolu, même si la douleur reste intacte. Le procès du tueur de Fontainebleau, baptisé ainsi par les médias, s'ouvre 6 mois plus tard. L'homme refuse toujours de révéler son identité. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun document permettant de l'identifier formellement. Ses empreintes digitales ne correspondent à aucune base de données. C'est comme s'il n'avait jamais existé administrativement. Il est jugé sous le nom de Jean Doe, un nom d'emprunt utilisé pour les inconnus. Les charges contre lui sont accablantes. 10 meurtres confirmés, probablement plus. Les preuves matérielles sont irréfutables. Son ADN correspond à celui trouvé sur les scènes de crime. Les objets des victimes étaient en sa possession. Pendant tout le procès, l'accusé reste silencieux. Il assiste aux audiences assis entre 2 gendarmes fixant le vide. Quand les familles des victimes témoignent de leur douleur, il ne réagit pas. Quand les procureurs décrivent ces crimes en détail, montrant des photos des charniers, il ne scie pas. Les psychiatres qui l'ont examiné témoignent qu'il présente tous les signes d'un trouble dissociatif majeur, probablement causé par un traumatisme ancien. Mais il le déclare apte à être jugé. Il comprend ce qui se passe. Il comprend ce qu'il a fait. Il refuse simplement de participer à la société qui le juge, comme il l'a refusé toute sa vie. Lucas témoigne à la barre. Il raconte ses 12 années d'obsession, sa quête désespérée pour retrouver son frère. Il montre la photo numérisée où apparaît le visage du tueur dans les arbres. Il explique comment cette découverte a permis de rouvrir l'enquête, de sauver d'autres vies potentielles. Sa voix ne tremble pas. Il a épuisé toutes ses larmes. Il veut juste que justice soit faite, que cet homme ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Quand il finit son témoignage, il regarde l'accusé droit dans les yeux. Pour la première fois depuis le début du procès, l'homme réagit. Il soutient le regard de Lucas pendant quelques secondes. Puis, il détourne les yeux. Le verdict tombe après 3 jours de délibération. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La peine, perpétuité réelle, sans possibilité de libération conditionnelle. L'homme est condamné à finir ses jours en prison. Il a maintenant 66 ans. Il mourra probablement derrière les barreaux dans 10 ou 15 ans. C'est la seule justice possible pour les familles des victimes. Une justice imparfaite qui ne ramènera pas leurs proches, mais qui ferme enfin ce chapitre horrible. L'homme est emmené hors de la salle d'audience. Il ne regarde personne. Il disparaît dans les couloirs du palais de justice, retournant vers une autre forme d'isolement, une autre cage. Cette fois, il ne pourra plus en sortir. Dans les semaines qui suivent le procès, Lucas essaie de reprendre une vie normale. C'est presque impossible. Pendant 12 ans, toute son existence a tourné autour de cette quête. Maintenant qu'elle est terminée, il se sent vide. Il consulte un psychologue spécialisé dans le trauma et le deuil. Il parle enfin de tout ce qu'il a refoulé pendant ces années. La colère, la culpabilité, le sentiment d'impuissance. Le psychologue lui explique qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, plus que ce qu'on aurait pu attendre de n'importe qui. Grâce à lui, la vérité a été découverte. D'autres familles ont pu avoir des réponses. C'est déjà énorme.
Lucas décide finalement de créer une fondation en mémoire de son frère et des autres victimes. La fondation Thomas Mercier pour les personnes disparues. Son objectif est d'aider les familles de disparus à naviguer dans le système judiciaire, à financer des analyses scientifiques quand les moyens publics sont insuffisants, et à maintenir l'attention médiatique sur les cas non résolus. C'est une façon de transformer sa douleur en quelque chose de constructif, de faire en sorte que la mort de Thomas, d'Émilie, de Marc et de Sophie ait un sens, qu'elle serve à aider d'autres personnes confrontées à la même épreuve. La Fondation connaît rapidement un succès important, aidant des dizaines de familles dans les années qui suivent. Quant au tueur, il meurt en prison en 2021, 5 ans après sa condamnation. Une crise cardiaque massive, il avait 71 ans. Jusqu'au bout, il n'a jamais révélé son véritable nom ni parlé de ses crimes. Il emporte ses secrets dans la tombe. Les enquêteurs pensent qu'il y a probablement d'autres victimes qu'ils n'ont jamais retrouvées, d'autres corps enterrés quelque part dans les immenses forêts qu'il a parcourues pendant des décennies. Mais sans ses aveux, ces victimes resteront à jamais anonymes. Des fantômes perdus dans les bois, attendant qu'un randonneur chanceux ou malchanceux trébuche un jour sur leurs restes. C'est une pensée dérangeante qui hantera les enquêteurs pour toujours. L'histoire du tueur de Fontainebleau ne s'arrête pas avec sa mort. En 2022, un an après son décès, un journaliste d'investigation nommé Antoine Durand décide d'écrire un livre sur l'affaire. Il passe des mois à interviewer tous les protagonistes, Lucas, les enquêteurs, les familles des victimes, les psychiatres qui ont examiné le tueur. Il épluche des milliers de pages de dossiers judiciaires. Il retourne sur les lieux des crimes, visite les cabanes où l'homme a vécu. Son objectif est de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi. Qui était cet homme avant de devenir un monstre? Qu'est-ce qui l'a poussé à choisir cette vie d'isolement et de violence? Antoine découvre que la clé se trouve peut-être dans les archives hospitalières. En croisant différentes bases de données, il trouve la trace d'un patient psychiatrique qui s'est échappé d'un hôpital en 1985. L'homme s'appelait Jean-Baptiste Moreau, il avait alors 30 ans. Il avait été interné après avoir été retrouvé errant dans une forêt, incapable de communiquer, montrant des signes de traumatisme sévère. Les médecins n'avaient jamais réussi à déterminer ce qui lui était arrivé. Après 6 mois d'hospitalisation, il s'était évadé une nuit de novembre. On ne l'avait jamais retrouvé. Les descriptions physiques correspondent à l'âge et à l'apparence du tueur de Fontainebleau. Antoine pense avoir trouvé sa véritable identité. En creusant plus loin, Antoine découvre que Jean-Baptiste Moreau avait disparu une première fois en 1978, à l'âge de 23 ans. Il faisait alors son service militaire et participait à un exercice de survie en forêt. Tout son groupe était revenu au camp de base, sauf lui. On avait lancé des recherches pendant 2 semaines sans résultat. Il avait finalement été déclaré déserteur. 7 ans plus tard, il réapparaît, trouvé par des chasseurs dans un état de semi-conscience. 7 années dont on ne sait rien. 7 années pendant lesquelles quelque chose d'horrible a dû se produire pour le briser à ce point. Qu'est-il arrivé à ce jeune soldat dans ces bois? A-t-il été victime d'un accident, d'une agression? S'est-il volontairement isolé suite à un trauma? Antoine tente de retrouver d'anciens camarades de régiment de Jean-Baptiste. La plupart sont morts ou introuvables. Mais il finit par localiser un homme qui était dans le même groupe lors de cet exercice de survie en 1978. L'homme, aujourd'hui septuagénaire, accepte de témoigner sous anonymat. Il raconte que l'exercice s'était mal passé dès le début. Le groupe s'était perdu, leurs cartes et boussoles s'étaient révélées inexactes. Ils avaient erré pendant 3 jours, à court de provisions. Les tensions montaient. Et puis, la dernière nuit, Jean-Baptiste était parti uriner à l'écart du camp. Il n'était jamais revenu. Il l'avait cherché pendant des heures, appelé jusqu'à s'égosiller. Rien. Comme s'il s'était volatilisé. L'ancien militaire ajoute un détail troublant. Cette nuit-là, avant la disparition de Jean-Baptiste, ils avaient tous eu la sensation d'être observés, une présence dans les bois autour d'eux. Ils avaient attribué cela à la fatigue et au stress, mais maintenant, avec le recul, ils pensent qu'il y avait vraiment quelqu'un qui rôdait dans l'obscurité. Antoine frissonne en écoutant ce témoignage. Et si Jean-Baptiste avait été la victime d'un autre prédateur des forêts? Et si, après avoir survécu à cette épreuve, il était devenu lui-même un prédateur? C'est un cycle de violence qui remonte peut-être bien plus loin qu'on ne l'imaginait. Antoine décide de pousser ses recherches encore plus loin.
Il consulte les archives de disparition dans les forêts françaises remontant aux années 70. Il découvre un schéma troublant. Depuis au moins 1972, il y a eu des disparitions inexpliquées régulières dans différentes zones forestières. Toujours le même profil, des personnes seules ou en petits groupes, campant ou randonnant dans des zones isolées. Les corps ne sont jamais retrouvés, les enquêtes s'enlisent, les affaires sont classées. Mais en les alignant sur une carte, Antoine voit apparaître un territoire cohérent. Un vaste réseau de forêts où ces disparitions se sont produites. Comme si quelqu'un ou plusieurs personnes chassaient méthodiquement dans ces zones depuis plus de 50 ans. Cette découverte est terrifiante. Elle suggère que le tueur de Fontainebleau n'était peut-être pas unique. Il faisait peut-être partie d'un réseau où il avait des prédécesseurs. Antoine partage ses découvertes avec Lucas et le capitaine Moreau, maintenant à la retraite. Ils sont tous deux secoués par ces révélations. Si Antoine a raison, cela signifie qu'il pourrait y avoir d'autres prédateurs dans les forêts françaises. Des hommes vivant complètement hors du système, chassant les randonneurs et les campeurs depuis des décennies. Des hommes que personne ne cherche, parce que personne ne sait qu'ils existent. C'est une perspective cauchemardesque. Le livre d'Antoine Durand intitulé « Les ombres des bois, l'affaire du tueur de Fontainebleau » est publié en 2023. Il devient immédiatement un best-seller. Les médias s'emparent de ces théories sur les disparitions non résolues. Le ministère de l'Intérieur est forcé de réagir. Une commission spéciale est créée pour étudier toutes les disparitions en zone forestière depuis 50 ans. Des moyens considérables sont déployés. Les anciennes scènes de disparition sont réexaminées avec des technologies modernes. Des chiens cadavres spécialement entraînés sont envoyés dans les zones suspectes. C'est une opération sans précédent dans l'histoire de la criminologie française. Les résultats de cette vaste enquête sont publiés 2 ans plus tard, en 2025. Ils sont à la fois rassurants et inquiétants. Sur les 137 disparitions inexpliquées recensées depuis 1972, 89 ont pu être résolues ou expliquées par des causes naturelles. Accidents, noyades, hypothermie, crise cardiaque. Mais 48 cas restent totalement inexpliqués. Dans 23 de ces cas, de nouvelles preuves suggèrent fortement une intervention criminelle. Des restes humains ont été découverts dans des endroits qui n'avaient jamais été fouillés correctement. Des objets personnels ont été retrouvés dans des conditions suspectes. Le rapport conclut qu'il pourrait y avoir eu plusieurs prédateurs opérant dans les forêts françaises au cours des 50 dernières années. Cette conclusion provoque un débat national. Comment est-il possible que des tueurs en série aient pu opérer pendant des décennies sans être détectés? La réponse est complexe. Les forêts françaises couvrent plus de 16 millions d'hectares. Ce sont des espaces immenses, souvent difficiles d'accès, où il est facile de disparaître pour quelqu'un qui connaît le terrain. De plus, les disparitions dans des zones isolées sont souvent classées comme accidents par défaut, surtout quand il n'y a pas de corps. Le système judiciaire et policier n'était simplement pas équipé pour détecter ce type de criminalité diffuse, étalée sur de vastes territoires et de longues périodes. C'est une faille dans laquelle ces prédateurs ont pu s'engouffrer. Suite à ces révélations, des mesures sont prises. Un système national de surveillance des disparitions en zone naturelle est créé. Les signalements sont maintenant centralisés et analysés par des algorithmes capables de détecter des schémas suspects. Les zones forestières considérées à risque sont équipées de caméras de surveillance aux points d'accès principaux. Des patrouilles régulières sont organisées. Les refuges de montagne et les campings isolés reçoivent des formations pour identifier les comportements suspects. L'objectif est de ne plus jamais permettre à un prédateur de transformer les forêts françaises en terrain de chasse privé. C'est une réponse tardive, mais nécessaire. Pour Lucas, ces développements sont à la fois satisfaisants et amers. Satisfaisant parce que le sacrifice de son frère et des autres victimes a finalement conduit à des changements systémiques qui pourraient sauver des vies. Amer parce que tout cela aurait dû être fait bien plus tôt. Combien de morts auraient pu être évitées si on avait pris le problème au sérieux dès les années 90? Il ne le saura jamais. Mais au moins, maintenant, il peut se dire que son combat n'a pas été vain. La Fondation Thomas Mercier continue son travail, aidant les familles de disparus et finançant des recherches. C'est devenu sa vie, sa mission. Une mission qui ne s'arrêtera jamais vraiment. En 2024, Lucas retourne pour la dernière fois sur le site où son frère a disparu. La clairière n'a pas changé. Les arbres sont toujours là,
indifférents au drame qui s'est joué sous leurs branches 20 ans auparavant. Il s'assoit à l'endroit exact où le feu de camp brûlait cette nuit-là. Il ferme les yeux et essaie d'imaginer son frère ici, riant avec ses amis, profitant de ce qui devait être une simple aventure en plein air. Il pense à cette dernière photo, où le monstre était déjà là, observant dans l'ombre. Si seulement ils avaient su, si seulement quelqu'un avait remarqué cette présence malveillante avant qu'il ne soit trop tard. Lucas sort de sa poche la montre de son frère, celle qu'il avait retrouvée dans la cabane du tueur. Elle ne fonctionne plus depuis longtemps, arrêtée à jamais sur l'heure approximative de sa mort. Il la regarde longuement, puis la pose délicatement au pied d'un arbre, à côté d'une plaque commémorative que les autorités ont installée ici. À la mémoire de Thomas Mercier, Émilie Laurent, Marc Fontaine et Sophie Fontaine, disparus ici le 17 juillet 2004. Jamais oublié. C'est un endroit de recueillement maintenant, un lieu où les familles peuvent venir se souvenir, un lieu qui porte témoignage de ce qui s'est passé, pour que personne n'oublie. En quittant la forêt ce jour-là, Lucas se retourne une dernière fois. Le soleil décline, projetant de longues ombres entre les arbres. Pour un instant, son imagination lui joue des tours. Il croit voir une silhouette dans les arbres, observant depuis l'obscurité. Mais ce n'est qu'une illusion, un fantôme du passé. Le monstre est mort. Il ne peut plus faire de mal à personne. Pourtant, Lucas sait qu'il y aura toujours une partie de lui qui restera méfiante, qui scrutera les ombres, qui se demandera ce qui se cache dans les profondeurs de ces forêts apparemment paisibles. Certaines peurs ne disparaissent jamais complètement. Elles s'incrustent dans l'âme et y demeurent à jamais. Les années suivantes voient une transformation progressive de la perception publique des espaces naturels en France. Les forêts ne sont plus vues uniquement comme des lieux de détente et d'évasion, mais aussi comme des espaces qui méritent respect et prudence. Les randonneurs sont mieux informés des risques, pas seulement naturels, mais aussi humains. Les statistiques montrent une diminution significative des disparitions inexpliquées. Le système fonctionne, mais de temps en temps, il y a encore des cas qui échappent à toute explication. Des personnes qui entrent dans la forêt et n'en ressortent jamais. Ces cas sont maintenant investigués avec beaucoup plus de sérieux qu'auparavant. Mais ils rappellent aussi que les forêts gardent encore leurs secrets. En 2025, 21 ans après la disparition de son frère, Lucas donne une conférence dans une université parisienne. Il raconte son histoire, explique comment une seule photo a permis de résoudre un mystère vieux de 11 ans. Il parle de persévérance, d'espoir, mais aussi de résilience face au deuil. Les étudiants l'écoutent avec fascination. Beaucoup sont nés après les événements de 2004. Pour eux, c'est de l'histoire ancienne. Mais l'histoire de Lucas résonne quand même. Elle leur rappelle que derrière chaque statistique, chaque fait divers, il y a des vies réelles, des familles détruites, des personnes qui refusent d'abandonner. Elle leur rappelle aussi que la technologie peut être un outil puissant pour la justice, mais qu'elle nécessite des humains déterminés pour l'utiliser efficacement. À la fin de sa conférence, un étudiant lève la main et pose une question que Lucas redoutait. Si vous pouviez revenir en arrière, empêcheriez-vous votre frère de partir camper cette nuit-là? Lucas reste silencieux un long moment. La salle est suspendue à ses lèvres. Finalement, il répond, bien sûr, sans hésitation. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Personne ne le peut. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que son histoire, sa mort, servent à quelque chose. Qu'elles aident à prévenir d'autres tragédies. C'est tout ce qui me reste. Et c'est suffisant pour continuer à avancer. La salle applaudit longuement. Certains étudiants ont les larmes aux yeux. Aujourd'hui, en 2025, l'affaire du tueur de Fontainebleau reste l'une des plus célèbres affaires criminelles de l'histoire française moderne. Non pas à cause du nombre de victimes, il y a eu des tueurs en série bien plus prolifiques, mais à cause de la manière dont elle a été résolue. Cette photo prise innocemment par Sophie 20 ans auparavant, qui a révélé la présence d'un monstre. Cette image qui a dormi pendant 11 ans dans les archives, avant que la technologie moderne permette d'en extraire la vérité. C'est un cas d'école étudié dans toutes les académies de police, un exemple parfait de l'importance de préserver les preuves, même quand elles semblent inutiles sur le moment. La photo originale, celle qui montre le visage dans les arbres, est maintenant exposée au musée de la préfecture de police de Paris. Elle est présentée dans une section dédiée aux affaires résolues grâce aux avancées technologiques. Des milliers de visiteurs viennent la voir chaque année. Ils regardent cette image floue cherchant ce visage pâle entre les arbres.
quand ils le trouvent, un frisson les parcourt. Imaginez ces 4 jeunes gens insouciants, ignorant totalement qu'un prédateur les observait à quelques mètres d'eux. C'est une image puissante, troublante, qui hante longtemps après l'avoir vue. Une image qui rappelle que le mal existe, qu'il peut être patient, invisible, attendant son moment dans l'ombre. L'histoire des 4 de Fontainebleau est devenue plus qu'un simple fait divers dans la mémoire collective française. C'est devenu un symbole de la fragilité de la vie, de l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité et du pouvoir de la technologie au service de la justice. Cette affaire a changé des vies, des carrières, des lois. Elle a rendu les forêts françaises un peu moins innocentes, un peu plus inquiétantes. Mais elle a aussi montré que même les mystères les plus impénétrables peuvent être résolus avec suffisamment de détermination et les bons outils. 21 ans après cette nuit maudite de juillet 2004, la vérité a finalement éclaté au grand jour. Pour les familles des victimes, il n'y aura jamais de véritable paix. Thomas, Émilie, Marc et Sophie ne reviendront jamais. Leurs rires, leurs rêves, leur futur ont été volés par un homme brisé qui a transformé la forêt en son domaine de terreur. Mais au moins, maintenant, elles savent. Elles ont pu enterrer leurs enfants dignement. Elles ont vu le coupable condamné. Ce n'est pas grand-chose face à la perte immense qu'elles ont subie, mais c'est quelque chose. C'est une forme de closure, aussi douloureuse soit-elle. Et c'est infiniment mieux que l'incertitude qui les a torturées pendant 12 années interminables. Lucas a consacré sa vie à honorer la mémoire de son frère. La Fondation Thomas Mercier a aidé plus de 200 familles de personnes disparues depuis sa création. Elle a financé des analyses scientifiques, des recherches sur le terrain, des campagnes de sensibilisation. Elle a contribué à faire changer les lois sur le traitement des disparitions. C'est un héritage puissant pour quelqu'un qui n'a vécu que 23 ans. Thomas n'a peut-être pas eu la chance de réaliser ses propres rêves, mais à travers son frère, son nom continue de faire une différence. C'est une forme d'immortalité, imparfaite mais réelle. Une façon pour lui de continuer à exister dans ce monde qu'il a quitté trop tôt.